Alors, nous approchons du terme de cet entretien et peut-être pour faire le lien avec la semaine qui va suivre, où nous aborderons la question des acteurs de la scène stratégique internationale avec leurs déterminants historico-culturels. J'ai envie de vous demander comment les politiques étrangères peuvent mobiliser ces ressources immatérielles, ces forces profondes immatérielles que vous nous avez décrites. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on le voit à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un certain nombre de politiques étrangères ont entrepris de mobiliser ce type de ressources comme peut-être les piliers de leur action internationale à venir. Alors il y a des pays comme la Russie, par exemple, ou comme la Chine, on le voit, qui contestent d'abord, je dirais, le cadre, la structure immatérielle de l'ordre international tel qu'il existe depuis 1945 et 1991. Je prends ces deux dates parce que ce sont deux moments dans lesquels le monde a été structuré par ce que certains appellent la loi des vainqueurs. 1945, c'est un monde, même si l'Union soviétique est très présente, bien sûr, dans le découpage du monde qui va se faire après 1945, c'est quand même un monde d'inspiration anglo-saxonne, d'inspiration libérale. Ce sont les institutions internationales, les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, c'est le monde de Bretton Woods, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a une deuxième vague d'occidentalisation qui est 1991. Alors 1991, c'est la fin de la guerre froide, c'est ce que l'on croit à un moment être le triomphe du libéralisme et des États-Unis. Eh bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de puissances qui souhaitent revenir sur cet ordre international. Et comment vont-elles procéder? Elles vont procéder en essayant de réviser, cela fait d'elles des puissances révisionnistes très certainement, de réviser les cadres, les structures immatérielles. La Chine, par exemple, fait appel à quoi? À l'histoire, ressuscite en quelque sorte un passé impérial, l'Empire du Milieu, un passé prestigieux, un passé très profond dans l'histoire, une culture, la présence de cette culture dans une sphère d'influence en Asie, mais aussi au-delà. La Russie fait de même. La Russie, on le voit avec Vladimir Poutine depuis quelques années, mobilise plus d'ailleurs que le passé soviétique, le passé impérial de la Russie. Et nous assistons, je crois que c'est un phénomène tout à fait intéressant, à ce que l'on pourrait appeler le retour de politiques étrangères impériales. Pas impérialistes, pas au sens d'un projet de domination mondiale, mais au sens d'une demande de reconnaissance de l'influence traditionnelle, culturelle, historique du pays concerné sur une zone qui ne doit plus lui être contestée par la puissance américaine. La Russie le montre clairement sur des exemples comme l'Ukraine, mais aussi la Géorgie et peut-être ailleurs, la Chine en mer de Chine du Sud ou ailleurs. Il y a aujourd'hui très clairement l'idée que l'histoire, la culture, les normes, la tradition font d'un certain nombre de régions du monde la zone d'influence d'une puissance traditionnelle. Et cette puissance souhaite aujourd'hui être reconnue comme telle. Sous-entendu, il faut tourner la page de ce monde post-1945 et surtout post-1991 qui voyait les États-Unis intervenir un peu partout, comme s'ils étaient la puissance globale. Et on va mobiliser ces registres culturels, mémoriels, historiques, religieux, parfois on le voit avec la religion orthodoxe par exemple, dans le cas russe. Et donc il y a une véritable mobilisation de ces ressources immatérielles par des politiques étrangères d'État. Il faudrait ajouter une petite note de bas de page, si je puis dire, pour dire qu'il n'y a pas que les États qui utilisent ce registre de la ressource immatérielle, culturelle, mémorielle, symbolique. Il y a aujourd'hui des acteurs religieux qui ne sont pas des États. On pense au Hezbollah, on pense au Hamas, on se souvient bien sûr de cette page tragique de l'État islamique. Il y a ailleurs des associations, des communautés, des groupes qui utilisent ce registre pour contester d'abord un ordre international qu'ils jugeraient dominé par les pays occidentaux, qu'ils jugeraient justement trop matérialiste et qui en appellent à un retour d'une certaine spiritualité, d'une certaine culture, d'une certaine tradition. Donc le combat fait rage. Et des politiques étrangères mobilisent véritablement ces ressources pour essayer de proposer une domination stratégique internationale. Frédéric Charillon, je vous remercie pour cette intervention. Elle nous aura permis de clarifier, de prolonger ce tableau des forces profondes qui structurent la scène stratégique internationale. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et pour prolonger cet entretien, vous pouvez consulter, outre l'ouvrage co-dirigé par Frédéric Charillon, l'ensemble des livres que nous avons sélectionnés autour des thèmes abordés durant toute la semaine.